Bienvenue dans le podcast de la SHLMR. Ici, on donne la parole à ceux qui imaginent, qui accompagnent et qui construisent les quartiers de demain à La Réunion. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet capital dans le logement social, c'est les demandes de logement, mais aussi les attributions. Aujourd'hui, on accueille Jean-Claude Valiamé, le directeur du territoire et de la proximité de la SHLMR, pour répondre à ces questions. Donc bienvenue Jean-Claude. Bonjour Ulrich, merci de m'accueillir. Merci. Donc Jean-Claude, avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà merci pour ta disponibilité. J'aimerais bien que tu te présentes un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas et nous dire un petit peu comment tu es arrivé à ce poste-là à la SHLMR, puisque comme dans les épisodes précédents, ça peut aussi donner des inspirations pour les jeunes et pour d'autres personnes. Si tu veux bien, je vais peut-être expliquer en quoi correspond mon titre, parce que directeur de territoire de la proximité, des fois ça ne parle pas aux gens. Ouais. En gros, mon rôle à moi, ça correspond à d'autres sociétés au poste de directeur de la gestion locative. En gros, j'ai en charge la gestion de logement depuis l'entrée de locataires jusqu'à leur sortie. Sur mon parcours à la SHLMR, je suis arrivé à la SHLMR, ça fait un bout de temps maintenant, ça fait peut-être un gros mot de le dire, ça fait 25 ans, je suis arrivé en 2001. Donc je suis arrivé à la SHLMR, j'étais à l'époque chargé d'études et j'avais pour mission de mettre en place les premiers tableaux de bord. Donc tous les indicateurs, les chiffres qui sortent, c'est moi qui ai contribué de plus de loin. Donc je l'ai fait ça essentiellement dans la direction de la gestion locative à l'époque, où je suis resté un certain nombre de temps, parce que mes missions au fur et à mesure ont été élargies. Donc au début que sur des tableaux de bord, ensuite sur la gestion de projets transversaux, ensuite sur du contrôle de gestion. Donc je suis resté quasiment 16 ans à la gestion locative. Une deuxième période de ma carrière où j'ai rejoint une direction qui s'appelle la DEPIC, direction de la performance, de l'innovation et du contrôle de mémoire, où j'avais pour mission de faire à peu près la même chose que je faisais à la gestion locative, mais cette fois au niveau de la société. Okay. Donc ça a duré à peu près 6 ans. Et depuis 2022, donc, j'ai eu la chance de revenir à la gestion locative en tant que directeur. Ok, c'est un parcours, là on est sur une carrière. Et je voulais te poser cette question-là, mais du coup dans ton poste actuel, qu'est-ce qui t'anime quand tu te réveilles, quand tu viens travailler? Alors moi je suis natif de La Réunion et j'accorde beaucoup d'importance au développement de l'île et à apporter des réponses concrètes aux besoins des gens. Donc la chance qu'on a aujourd'hui à la gestion locative, c'est qu'on est en contact direct, que ce soit avec les locataires, les demandeurs ou les partenaires, et on s'occupe des locataires depuis leur demande jusqu'à leur sortie. Donc ça, c'est des éléments très concrets, je suis vraiment fier de participer à ça, d'apporter ma contribution du moins. Yes. En tout cas, merci pour cette présentation très claire et très complète. Du coup, on va attaquer un petit peu notre sujet principal. On va commencer, si tu veux bien, par la demande de logement. Je travaille à la communication et j'ai souvent des questions sur la demande de logement social. Donc, comment est-ce que ça se passe, une demande de logement social aujourd'hui à La Réunion? Alors, un chiffre déjà, peut-être pour commencer. Aujourd'hui, au 30 juin de mémoire, on a dépassé les 51 000 demandes de logement. Donc ce nombre de demandes de logement évolue constamment. Donc la moyenne constatée ces dernières années, on est sur entre 8 et 10% de croissance annuelle. Et malheureusement, je n'ai pas l'impression que cette croissance va se ralentir dans les années à venir. Donc dans cette demande, aujourd'hui, quand on étudie de manière un peu plus détaillée, on constate qu'il y a quasiment un tiers de demandeurs qui sont des gens qui sont déjà logés dans le parc et qui veulent changer de logement. En gros, ce sont des gens qui sont logés et qui veulent une mutation. Ensuite, quand on compare ces demandeurs, le profil de ces demandeurs, au reste de la population de La Réunion, donc on se rend compte qu'on n'est pas très éloigné du profil du reste de la population de La Réunion, avec tout de même une particularité qu'il faut souligner, c'est qu'on a 65% des demandeurs qui se constituent de foyers d'une ou de deux personnes. En gros, 65% des demandes sont destinées à des petits logements. Voilà. L'autre particularité, cette fois, c'est au niveau de la population de La Réunion. Si on compare les demandeurs de La Réunion par rapport aux demandeurs du niveau national, les demandeurs de La Réunion sont moins solvables. Donc on a à La Réunion des demandeurs, une proportion de demandeurs moins importante qui a des ressources qui viennent du travail, et à contrario, la proportion est plus importante des demandeurs qui vivent de ressources qui viennent de prestations, RSA, ce genre de choses-là. Ok. Ouais.
Donc, tu nous dis là qu'on a un profil plutôt petit logement, c'est-à-dire des familles monoparentales, comment ça se passe? C'est des jeunes, c'est des... En fait, pas famille monoparentale, je ne sais pas, parce que 41% de mémoire des personnes seules. Ok, Des ménages de une ou deux personnes, donc pas forcément avec enfants, hein, c'est le 22% qui manque pour arriver au 65. Aujourd'hui, on a un observatoire de la demande qui nous permet d'avoir la pression sur la demande. On fait le rapport entre le nombre d'attributions annuelles et le nombre de demandeurs. En gros, on prend le nombre de demandeurs, on dit sur le nombre d'attributions. Et ça nous donne un indicateur qui a du sens. En gros, on va regarder, quand je fais une attribution, combien de personnes attendent derrière. Est-ce que tu as une idée du nombre qui attendent derrière chaque attribution? alors pas du tout. L'année dernière, tout bailleur confondu, on a fait 6500 attributions. Et quand Ok. tu fais le rapport, tu prends les 51 000, tu divises par les 6500, ça veut dire que derrière chaque attribution qu'on fait des bailleurs, il y a 7 demandeurs qui attendent. Ok. C'est énorme. Donc, par logement, il y a 7 personnes. Derrière chaque attribution, peu importe le type d'attribution, chaque attribution. il y a 7 demandes qui attendent, Ok. qui ont besoin de logement. Alors ça, c'est le chiffre global. Ce chiffre-là, en fonction de là où on se trouve, ou de la typologie de logement, il peut varier. Ok. Alors si on parle déjà du secteur, sur le secteur, là où on est le plus tendu, c'est sur le Théo. Tu vois, globalement, il y en a 7 qui attendent pour une attribution globalement à La Réunion, mais sur le Théo, il y en a 12 qui attendent. Ok. Et si maintenant, on complexifie les choses, on est quelqu'un qui est sur le Théo et qui cherche un petit logement, bah là, il y en a 16 qui vont attendre. Ça veut dire que quand j'attribue un petit logement sur le territoire de l'Ouest, j'ai 16 personnes qui attendent pour avoir la même chose. Alors c'est vrai que cette question-là, on l'a anticipée sur la suite du programme, mais c'est pas grave puisqu'on va revenir juste un peu après. Mais pour revenir rapidement sur la demande de logement, aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, peut-être c'est bien de le rappeler, comment ça se passe une demande de logement social? Pour faire une demande de logement social, il faut aller sur le site de demande de logement. Pour ça, il faut qu'on ait une pièce d'identité et sa carte vitale. Donc à partir de là, on crée sa demande de logement. Cette demande est enregistrée sur ce qu'on appelle le SNE, le Système national d'enregistrement. Et ça permet d'avoir un numéro unique de demande. Donc au SNE, tous les bailleurs y ont accès. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien d'aller déposer un dossier chez chaque bailleur. Une seule demande chez un bailleur ou dans une collectivité, qui a un guichet enregistreur, suffit. Okay. Donc une fois que la demande est enregistrée, il faut bien avoir en tête que cette demande, elle a une durée de vie, 1 an. Et tous les ans, il faut la renouveler. Enfin, si on ne la renouvelle pas, elle va finir par être radiée pour motif de non-renouvellement. Ensuite, concrètement, donc, comment ça se passe chez les bailleurs, et à la SHM en particulier, pour traiter ces demandes-là. Quand un logement se libère chez la SHM, donc on va aller dans le SNE, on va aller chercher 3 dossiers de demande de logement qui correspondent aux besoins du logement, aussi bien en termes de taille de famille qu'en termes de ressources. Donc il faut que le besoin soit équivalent au logement qui est disponible. Voilà, sinon, c'est pas... vous ne sélectionnez pas un dossier, voilà, n'importe quel dossier finalement. Il faut que ça corresponde aux besoins. Il faut qu'il y ait la cohérence. On fait ce qu'on appelle, dans notre jargon, un rapprochement entre l'offre et la demande. Il faut que le besoin de la famille soit cohérent avec le logement qu'on propose. Après, de temps en temps, quand on regarde les demandes, il y a ce qu'on appelle les souhaits et le besoin rationnel. Donc, si demain, tu es une personne seule, que tu demandes un T5, tu n'auras pas un T5. Tu auras un studio ou un T2. Okay. Donc, ça, c'est au niveau de la composition familiale. Et aussi, on va aussi regarder la solvabilité. Est-ce que les ressources du ménage sont compatibles avec le logement qu'on propose? Sachant que les personnes qui demandent des logements sociaux sont souvent des personnes à revenus modestes. À revenus modestes, mais ensuite je te parlerai des plafonds de ressources et tu verras qu'il y a peut-être une contre-vérité quelque part que les gens ne connaissent pas trop. Donc une fois qu'on a sélectionné ces 3 candidatures, donc par logement, il y a ce qu'on appelle la commission d'attribution. Enfin, plus exactement, elle s'appelle la CALEOL, Commission d'attribution des logements et de l'examen de l'occupation de logements. Cette commission, elle est composée des représentants de la CHLMR, mais pas que, et c'est ça qui est important de bien avoir en tête, des représentants des collectivités, notamment mairies, des représentants de la préfecture, et aussi d'un représentant des associations de locataires. Okay. Donc cette commission, cette CALEOL, c'est la seule à être souveraine en matière d'attribution.
personne d'autre ne peut décider de l'attribution d'un logement social. Donc c'est cette dernière qui va étudier et décider, dans un ordre précis, de l'attribution des logements. Donc généralement, quand elle va se prononcer au premier rang pour tel dossier, au deuxième rang pour l'autre dossier, et au troisième rang pour l'autre dossier. Donc en gros, elle va hiérarchiser les demandes. Ok. Voilà. Cette commission, elle a un deuxième rôle, on aura l'occasion de revenir dessus plus tard, je pense. C'est la partie examen d'occupation des logements. Donc depuis quelques années maintenant, donc tous les 3 ans, les bailleurs doivent passer au niveau de cette commission un certain nombre de dossiers où il pourrait y avoir un écart entre le foyer et le logement. Un écart en termes d'occupation notamment. Et là, du coup, cette commission, la Caleol, va donner un avis en disant que je préconise soit le maintien dans les lieux, ça dépend du niveau de l'écart, soit que je préconise une mutation vers un logement adapté. Donc je schématise les choses, hein, mais ce sont des préconisations. Voilà. Souvent sur les réseaux sociaux, je le vois, même dans les actualités, je vois des personnes qui disent que effectivement, la SHLMR choisit, la mairie choisit de mettre des personnes dessus. Comment ça se passe ce truc-là? C'est vrai qu'il y a peut-être un fantasme sur le fonctionnement des attributions, mais s'il y a quelque chose qui est très encadré et sur lequel nous avons un vrai souci de transparence et d'équité, c'est bien ce fonctionnement des attributions. Aujourd'hui, cette Caleol, c'est pour ça que j'ai insisté sur sa composition, il y a des représentants du bailleur, certes, mais il y a aussi des représentants de la mairie, de l'État et l'association locataire. Et les décisions sont prises, sont débattues et prises à la majorité en Caleol. Voilà. Donc ce n'est pas le bailleur qui tout seul dans son coin décide de l'attribution de tel ou tel logement. Je voulais revenir sur quelque chose dont tu disais tout à l'heure. Tu disais que les demandeurs de logement ont des revenus plutôt modestes. Alors ça, c'est quelque chose qui est certainement vrai à La Réunion, mais il faut savoir que 75% des foyers de La Réunion sont éligibles au logement social. Okay. Donc ce qui n'est pas rien. Hein, donc, voilà. Et après, les logements, je te parlais tout à l'heure de conditions d'attribution, mais il y a aussi des plafonds de ressources. Donc, en gros, pour pouvoir bénéficier d'un logement social, il ne faut pas gagner trop d'argent. Mais ce n'est pas forcément les plus modestes au niveau du plafond de ressources. Si je prends le produit classique en logement social, le LLS, donc c'est le logement classique, hein, donc on a toute une hiérarchie dans les produits. Donc, le LLS, est-ce que tu aurais une idée, pour un couple avec un enfant, quel serait le niveau de ressources maxi à ne pas dépasser par mois pour pouvoir être éligible? Bah, moi, je dirais, moi, dans mon imaginaire, ce serait si une des deux personnes du couple qui est cadre, peut-être avec un salaire de cadre, ne peut pas avoir accès à un produit de logement social, par exemple. Alors, dans la situation dont je te parlais, pour un LLS, tant que le couple ne gagne pas plus de 3 000 et quelques euros, ils sont éligibles au logement social. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Hein. Donc, on a souvent tendance à croire que le plafond est très bas, mais non, le plafond est plutôt élevé. Quoi. Donc, en gros, ça correspond quasiment 2 SMIC. Quoi. Ou un gros ou un cadre moyen. Du coup, avec ce processus de demande de logement social, on a aussi bien avancé bien entamé sur le sujet de l'attribution. Et on a parlé de comment fonctionne du coup une attribution à travers la Caleol. Je voulais savoir aussi, c'est une question qu'on me pose souvent sur les réseaux sociaux, mais aussi des locataires que je croise aussi dans la rue. Tu nous as dit tout à l'heure que pour un logement, il y a en moyenne 7 personnes. Pour une attribution, il y a 7 personnes qui attendent. Comment ça se passe pour ces 7 personnes-là qui attendent? Dans la pratique, et quand on a des gens en face de nous, c'est toujours très compliqué d'expliquer à quelqu'un pourquoi il attend, pourquoi un autre dossier est plus prioritaire que le sien. Alors, il faut savoir que les critères de priorité sont définis par la loi. Donc on a le CCH, le Code de la construction de l'habitat. Je ne vous donne pas les articles, mais bon, qui définit les critères de priorité. Il y a notamment, je donne quelques cas, mais ce n'est pas exhaustif, il y a ce qu'on appelle le public DALO. DALO, c'est le droit au logement opposable. Donc c'est une labellisation, il y a des dossiers qui sont labellisés ainsi et ils deviennent prioritaires. On a les situations de VIF, de violences intrafamiliales, on a les gens qui sont à la rue. Donc on a toute une catégorie de personnes là que liste le CCH. Donc au CCH, il y a un autre élément du même acabit qui se rajoute, c'est le PDALHPD. Okay, alors je vais vous dire à quoi ça ressemble. Je vais reprendre mes notes parce que je ne retiens pas toujours par cœur non plus.
On pourra le mettre aussi sur la vidéo en même temps, la signification du sigle. C'est le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. Donc, Ok. le PDALHPD vient compléter les priorités du CCH. Ok. Donc ça, c'est le côté réglementaire. À ça va s'ajouter ensuite le stratégie de chaque partenaire. Quand je dis partenaire, c'est collectivité ou chaque bailleur. Donc, par exemple, l'une des particularités de SH-La-Mer, c'est que nous sommes filiales d'Action Logement. Et comme tout le monde le sait, je pense, que Action Logement a une vocation à loger les salariés d'entreprise. C'est ce qui se concrétise sur notre contingent quand on fait de l'attribution. Et il faut aussi savoir que tu me disais comment on priorise. À la SH-La-Mer, on a mis en place la cotation, qui est devenue une obligation très récemment, mais nous, ça fait 5 ans qu'on a mis en place cette cotation sur notre contingent. Et au travers de cette cotation, donc, on décline notre stratégie de peuplement, notamment une priorisation pour les salariés d'entreprise. Voilà. Les EPCI sont également en ce moment en train de mettre en place leur système de cotation. Il va y avoir un système de cotation par EPCI. Donc chaque EPCI va mettre sa grille de cotation et ces éléments de cotation sont utilisés en commission d'attribution comme élément d'aide à la décision. Donc il est bien important de comprendre que ce soit à la SH-La-Mer ou au niveau des EPCI, on a des demandes cotées, mais ça reste des éléments d'aide à la décision. Dans tous les cas, la commission d'attribution reste souveraine. C'est elle qui décide. Alors, pour être plus précis, au moment de la préparation de la commission d'attribution, on ne hiérarchise pas les dossiers. La préparation, on ne va pas dire qu'on veut en rang 1, 2 ou 3 un tel, non. En fait, on présente les 3 dossiers et ces situations sont débattues en commission d'attribution qui, elle, va hiérarchiser. Donc, elle est vraiment souveraine dans la matière. Donc on ne peut pas faire, entre guillemets, l'attribution avant la commission. Non, c'est elle qui décide. J'attribue à monsieur X dans niveau 1, Y niveau 2, et ainsi de suite. Ok, voilà. Très bien. Et ces personnes-là qui ont fait leur demande de logement, en moyenne, ils attendent combien de temps? Parce que les remarques que nous, on a souvent, c'est que ça fait des années que j'attends, ça fait des mois que j'attends. En moyenne, combien de temps ça prend pour être attribué sur un logement à La Réunion? Alors, les derniers chiffres en la matière que j'ai en possession, le délai d'attente moyen pour quelqu'un qui a bénéficié de logement est de l'ordre de 13 mois à La Réunion. Il faut savoir que la même chose, le délai moyen en métropole, on est plutôt sur 14-16 mois. Après, il s'agit d'une moyenne. Il faut bien avoir en tête que plus qu'une demande va être spécifique ou spécialisée, quand je dis ça, ça veut dire que je veux le logement dans telle rue et tel ou la casataire, plus qu'elle est spécialisée, plus que le délai d'attente va être long. Du coup, il y a des gens, effectivement, qui attendent un logement depuis 10 ans, il y en a d'autres depuis 20 ans, c'est parce qu'ils ont un choix très spécifique de la demande de logement. Et si je prends ce qu'on disait tout à l'heure sur l'attention, quelqu'un aujourd'hui qui attend un petit logement dans l'ouest, sur le Théo, devra certainement attendre plus longtemps que quelqu'un qui attend la même chose dans l'est. Parce que quand je te disais tout à l'heure que dans l'ouest, il y a 16 personnes qui attendent pour un petit logement, si je prends dans l'est à Saint-André, quand j'attribue un logement, de manière générale, j'ai moins de 5 personnes qui attendent. Donc, mathématiquement, le délai sera plus court dans l'est que dans l'ouest. D'accord, ok. Voilà. Donc, en gros, et ça c'est un conseil que je donne, que mes équipes donnent souvent quand on passe à la radio notamment, en disant que les gens qui sont dans le besoin, ne spécialisez pas trop votre demande de logement. Après, j'entends, donc les gens ont besoin d'être dans un secteur géographique donné, oui, mais restez dans le secteur géographique. Ne dites pas que je veux le logement de tel groupe d'habitation ou de telle rue, parce que là, malheureusement, vous risquez d'attendre très longtemps. Ok, très bien. C'est très clair. Est-ce qu'il y a des critères légaux vraiment incontournables pour demander un logement social ou être attribué sur un logement social? Alors, pour bénéficier d'un logement social, donc, il faut être français ou avoir un titre de séjour, et ensuite il faut respecter les plafonds de ressources d'attribution. Ensuite, sur les critères de priorité, on en a déjà discuté tout à l'heure, je ne vais pas y revenir dessus, voilà les 2 principaux critères donc, pour pouvoir bénéficier d'un logement social. Après, comme je le disais, contrairement à ce qu'on pourrait croire, 75% de la population de La Réunion est éligible au logement social. J'aimerais revenir aussi sur un des critères que tu nous as cité tout à l'heure, c'est les DALO, puisqu'on en a énormément. On en reçoit dans notre boîte mail, moi j'en reçois très souvent.
Et est-ce que tu peux nous éclaircir un petit peu sur qu'est-ce que c'est qu'un DALO, peut-être, rapidement, et puis comment ça marche finalement? Alors, en France, vous savez qu'il y a 3 droits opposables. Donc, l'enseignement, la santé et depuis plus récemment le logement. Donc, le DALO, c'est quoi? Le DALO, c'est quand un demandeur est dans un délai d'attente anormalement long ou dans une situation qu'il n'a pas de logement, il peut faire un recours contre le législateur pour faire jouer son droit au logement opposable. Donc, dans ce cas-là, il y a une commission qui va étudier sa demande et qui va le labelliser. Ces dossiers deviennent alors prioritaires. Et c'est là que les contingents, dont on parlera certainement après, prennent du sens. Parce qu'aujourd'hui, l'État, dans les contingents de réservation, ont droit à 30% des réservations. Donc l'État nous demande aujourd'hui que sur son contingent de réservation, que 60% de son contingent soit adressé au public DALO. Ok. Voilà. Et en termes de quantité, moi, ce qu'on me dit souvent, c'est que la liste d'attente des DALO, elle est très longue, jusqu'au point que même si on a un DALO, finalement, on n'est pas garanti d'avoir un logement du jour au lendemain, finalement. Encore une fois, ça dépend de la spécificité et du secteur attendu. En termes de volume, ce que j'ai en tête, c'est 1500 dossiers labellisés DALO, avec un flux annuel de l'ordre de 400-700 dossiers qui sont labellisés par an, mais il y en a autant qui sortent, donc on reste à peu près sur ce flux-là de 1500 dossiers labellisés DALO en continu, sachant que ce qui augmente, par contre, ce sont les demandes de labellisation. Donc ce que nous disent l'État à chaque fois, ils reçoivent de plus en plus de demandeurs qui veulent faire labelliser leur demande DALO, mais on reste sur le flux dont je t'évoquais, aux alentours de 1500 demandes labellisées. Pas tout le monde peut faire un DALO aussi. Non, il y a pas des tout le monde critères peut bien faire un DALO. spécifiques. Pas tout le monde peut faire un DALO. Alors, pour les dossiers DALO, il faut transmettre la demande à la commission de labellisation. Donc, ce n'est pas la Sèche-la-Mer, c'est une autorité pilotée par l'État qui instruit ces demandes-là. Il y a une commission ensuite qui se réunit pour vérifier que la demande rentre bien dans le champ du DALO ou pas. Ok, très bien. Donc il y a des critères bien spécifiques, il faut s'adresser à la préfecture et ce n'est pas non plus parce qu'il y a un dossier DALO que le locataire, en fonction de ces critères, trouvera un logement du jour au lendemain non plus. Ça ne se fait pas en claquant des doigts finalement. Il va devenir prioritaire par rapport aux autres, parce que c'est hiérarchisé, donc le DALO est prioritaire par rapport aux d'autres publics, mais après il faut trouver le logement qui soit adapté à son besoin au DALO. Si je reprends mon exemple, un DALO d'un petit logement, et ça on en a, parce qu'on a très récemment eu une demande dans ce cadre-là, un demandeur de labellisé DALO qui a besoin d'un petit logement dans l'Ouest. L'offre, on ne peut pas l'inventer malheureusement. Donc, très bien. On a fait bien le tour de ce chapitre sur l'attribution, je trouve, et j'aimerais passer à la suite sur un sujet qui est aussi très important, puisque souvent, l'attribution, c'est une source de stress, de frustration pour les demandeurs de logement. Comment est-ce qu'à la SH et les maires, on garantit une transparence auprès de ces demandeurs-là et que tout le monde ait son égalité des chances, même son équité d'avoir un logement? Première chose, il faut savoir que notre process d'attribution à la SHMR, elle est formalisée. Donc je t'ai parlé tout à l'heure de la cotation, elle est publiée, donc on pouvait regarder sur notre site la manière dont on cote les demandes de notre contingent. Ensuite, la procédure est formalisée et on a instauré également plusieurs niveaux de contrôle sur ce process-là. Donc il y a un contrôle qui se fait au niveau de ce qu'on appelle chez nous la charge d'attribution. Il y a un deuxième contrôle qui va se faire au niveau de hiérarchie de charge d'attribution, donc du responsable d'agence. Il y a un troisième contrôle qui se fait ou peut se faire au niveau de la personne qui chapeaute et coordonne les attributions. Cyril, je pense que tu le connais. Et il y a un dernier contrôle qui est assuré cette fois par le service audit et contrôle. Donc tout ça, on a plein de contrôles qui sont en place, c'est coordonné, c'est contrôlé, on rend des comptes régulièrement en comité d'audit de contrôle ou encore au conseil d'administration, parce qu'on présente 2 fois par an un bilan de ces attributions, donc j'en présente un la semaine prochaine, lundi,
on appelle ça un CSA, comité de suivi des attributions, avec des membres du conseil d'administration. On dit ce qu'on a fait, comment on a déroulé le plan de contrôle. Donc avec une vraie volonté de transparence et d'équité. Ok. Ouais. Donc si un locataire, je pense pas qu'il y ait tous les locataires, tous les demandeurs de logement vont venir nous demander ça. Mais si un demandeur de logement est curieux de savoir comment on attribue les logements, il peut venir nous voir et nous poser la question. Alors, en fait, on attribue des logements conformément à la réglementation. Donc, s'il vient nous voir, donc on va lui expliquer ce que je viens de te dire, la manière dont fonctionnent les attributions d'une manière globale, sachant que c'est des situations où il est très compliqué de le gérer. Quand on a quelqu'un qui est en face de nous et qui est dans le besoin, ça arrive, ça arrive très souvent, donc que les gens débarquent en agence ou que débarquent ici. Donc, aller expliquer quelque chose qui, pour nous, est rationnel à quelque chose qui ne l'est pas en face, on n'est pas très audible. Parce que là, des fois, tu as la famille qui débarque avec les gamins et qui te disent où est-ce que je dors ce soir. Et là, tu peux être très démuni. Tu peux avoir tout le cadre réglementaire, tout ton souci de transparence, ta volonté d'équité, tu restes humain. Et là, tu es plutôt démuni dans ces situations. C'est pour ça qu'on a mis en place le process formalisé, le processus de contrôle, parce qu'on a aussi besoin de mettre à l'aise nos équipes. Et tu vois, la cotation, si on était précurseur sur la cotation, c'est bien aussi pour ça. Parce que je pense que vous, comme moi, toi comme moi, quand les gens savent que tu travailles à la Sèche-la-Mer, je pense que c'était déjà arrivé, tu travailles à la Sèche-la-Mer, fais une affaire pour moi. Bah oui, évidemment. Donc, moi aussi, ça m'arrive. Et là, tu dois expliquer aux gens à chaque fois, ça ne marche pas comme on voudrait que ça marche. Heureusement d'ailleurs, dans un souci d'équité et de transparence, et c'est pour ça qu'on a tout ce process qu'on affiche bien volontairement. D'ailleurs, au niveau de la com, on vous demande de communiquer de temps en temps pour nous sur les réseaux. Quand on passe à la radio, on réexplique le processus. Donc dès qu'on a l'occasion, je pense qu'il est vraiment important de réexpliquer ce processus-là et que la décision finale d'attribution, elle revient à cette fameuse commission, la Caléole. Donc moi, j'ai beau d'être le directeur de la DTP, le directeur de la gestion locative, j'ai aucun pouvoir pour attribuer un logement à une personne. Et heureusement d'ailleurs. Et même notre DG, Valérie Normand, n'a aucun pouvoir pour dire j'attribue ce logement à telle personne. C'est la commission qui est souveraine. Je pense que c'est très important de le dire puisque forcément, comme tu dis, on a souvent des situations compliquées qui viennent à nous, que ce soit via l'emailing, les réseaux sociaux. Et là, tu en parles, tes équipes accueillent des personnes en situation de grande difficulté en agence directement, mais qui ne sont pas capables légalement de faire avancer la situation puisqu'il y a un processus à respecter légalement. Voilà, parce que nous, ce que nous souhaitons garantir à la Sèche-la-Mer, donc c'est effectivement l'équité et la transparence. Donc dans ce cadre-là, on est obligé de mettre en place une certaine rigidité sur le fonctionnement, mais qui est nécessaire. Après, le problème ne se poserait pas si on avait suffisamment d'offres pour tous les demandeurs. Mais malheureusement, on n'en est pas là. C'est clair. D'ailleurs, sur cette difficulté sur l'offre, Valérie Lenormand parlait dans l'épisode précédent, donc je vous invite, les téléspectateurs ou les auditeurs, à aller écouter notre précédent podcast avec Valérie Lenormand. Alors, j'aimerais revenir sur un terme souvent que tu utilises depuis le début du podcast, le contingent. Alors, qu'est-ce que c'est contingent pour les personnes qui sont comme moi aussi, qui ne sont pas habituées à avoir ce terme-là? Alors, on parle de contingent de réservation. Il faut savoir que le logement social, il est financé avec des subventions. L'État nous donne des subventions. Il est financé aussi avec ce qu'on appelle des prêts bonifiés, donc qui viennent de la CDC, ou encore on a Action Logement qui y contribue. Et il nous faut aussi des garanties pour nos emprunts. Et là, ce sont très souvent les collectivités telles que mairies, EPCI, départements ou régions qui garantissent ces emprunts-là. C'est comme aujourd'hui, si tu construis ta case, tu vas faire un emprunt à la banque va te demander des garanties. Donc, elle va te demander une hypothèque très souvent, ou un garant. Donc là, nous, le garant dans le cadre du logement social, c'est la collectivité qui va nous l'apporter. Donc, en contrepartie de la subvention, du prêt bonifié ou encore de la garantie, ceux qui aident à construire le logement social ont droit à ce qu'on appelle des droits de réservation. Donc, en gros, sur une opération sur laquelle ils ont apporté leur contribution, ils vont avoir droit à X% de droits de réservation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une opération, l'État, par exemple,
de manière réglementaire, tout ça c'est très encadré, on ne fait pas ce qu'on veut, hein, a droit à 30% des logements pour son public. La collectivité qui a garanti a droit à 20% des logements pareils pour son public. Alors, ce n'est pas pour autant que l'État ou la collectivité vont nous dire bah, je donne à un tel ou un tel. Non. En fait, ça veut dire que ces collectivités-là, ces partenaires-là vont nous proposer sur 20 ou 30% des logements des candidats de leur choix. Et c'est, comme tout à l'heure, je vous disais, la commission d'attribution qui va valider ou pas ces candidatures-là. Ok. Alors, je ne sais pas si c'est plus clair pour toi. C'est plus clair parce que, comme tout à l'heure, on disait, c'est pas la mairie qui va placer ses locataires, ses demandeurs de logement. C'est vraiment une proposition, qui est gardée pour ces contingents, du coup. Exactement. Sur les logements. Voilà. Après, tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, dans cette commission d'attribution, en plus des partenaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, on peut aussi avoir présent le réservataire. Voilà. Donc là, on parle essentiellement d'Action Logement Service. Parce que Action Logement, aujourd'hui, les opérations que nous avons sorties ces dernières années, sans le concours d'Action Logement, on n'aurait pas été capable de les sortir. Donc Action Logement qui veut placer des demandeurs salariés particulièrement. Exactement. Voilà, c'est pour ça qu'Action de Logement aujourd'hui a un poids important sur les contingents de réservation, mais c'est aussi parce qu'elle nous aide financièrement à sortir ces opérations. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans les attributions d'SH-Lamer, 50% des attributions annuelles sont destinées à des salariés d'entreprise. Ok. Ce qui est tout à fait légitime finalement. Tout à fait légitime et cohérent avec notre groupe de rattachement. Puisque sans ces contingents-là, finalement, on n'aurait pas autant de logements finalement qui sortiraient pour répondre à la demande de logement. Exactement. Donc sans le concours financier de ces partenaires, impossible de construire des logements. Ok, très bien, c'est très clair. Merci Jean-Claude. Donc finalement, ce travail, on a parlé de contingents, on a parlé de la collectivité. Donc ces partenaires publics-là, comment est-ce qu'on travaille avec eux finalement? Alors, on travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des partenaires. Donc je peux te parler d'un truc qui va peut-être te sembler un gros mot. On a récemment mis en place la gestion flux. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Gestion flux. Gestion en flux. Gestion en flux. Voilà. C'est en lien avec la gestion des contingents de réservation. Avant, on était en stock. En gros, on avait dans un groupe d'habitation des logements qui étaient fléchés. Donc le logement numéro 1, par exemple, fléché pour la mairie. Okay. Donc c'est pareil pour les enceintes réservataires. Et depuis, on ne dit plus qu'on a un logement fléché, mais on a un nombre de logements dans le parc qui est orienté vers le réservataire. Okay. Donc on dit qu'on est passé de la gestion stock à la gestion flux. Donc pour faire ce travail-là, qui est simple, évoqué de cette manière-là, mais qui a nécessité plus d'un an de travail et d'échange avec les collectivités, on a mis autour de la table tous nos réservataires. Donc de mémoire, 27 collectivités, donc l'ensemble des mairies, la région, le PCI, le département, l'État, bien entendu, Action Logement, j'en passe, certainement j'en oublie. Donc, pendant un an, donc, on a remis à plat toutes nos conventions, parce qu'il y a des conventions qui sont signées en face de chaque contingent de réservation, et on les a réécrits pour être conformes à la gestion en flux. Voilà. Donc ça, c'est un exemple pour t'expliquer qu'on a des relations très étroites et que ça fonctionne plutôt bien. Donc les équipes travaillent dans le cadre de la préparation des cales en continu avec nos partenaires et nos réservataires. Ok, très bien. Donc il y a vraiment un partenariat littéralement entre les mairies et les bailleurs sociaux, dont nous, la SH-Lamer. Ah oui, et ce partenariat est vraiment indispensable aussi bien pour le volet développement, parce que, comme je te disais, les mairies garantissent les emprunts. Sans elles, on n'est pas capable de sortir des logements. Hein, donc, et après, au moment de l'attribution, elles ont leur contingent et elles nous font des préconisations. Et dans ce cadre-là, on travaille en étroite collaboration. Et elles siègent ensuite en commission d'attribution pour participer à la décision. Donc tout ça, c'est lié au fait que par rapport à la pression qui pèse sur le secteur du logement social, donc le gouvernement, le législateur, a voulu rajouter un peu de flux, ça fait rire, un peu détendre le parc, et l'introduction de la gestion en flux était l'un des moyens. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que si on était resté sur le système de stock,
la gestion stock, nos collectivités auraient eu moins de logements que si on est passé en gestion flux. Je vais le développer pour que vous compreniez bien. Ok. Quand on était en stock, il fallait attendre que le logement fléché se libère. Donc, potentiellement, il y a des logements qui se libèrent de moins en moins. Aujourd'hui, la rotation, elle est de 5% aujourd'hui. Ok. Le parc ne tourne plus aujourd'hui. On reviendra dessus, je t'expliquerai ce qu'on est en train de faire sur la mutation. Ok, très Donc, bien. du coup, le fait de dire que c'est plus ce logement qui est fléché, mais que vous avez droit à tant de logements par an, ça permet à chaque réservateur d'avoir au moins tous les ans un certain nombre de logements qui vont leur être fléchés. C'est dans ce D'accord, sens-là que ça a ok. permis de détendre un petit peu la pression sur le parc, en partie. Ok, très bien, Voilà. c'est plus clair pour moi. C'est vrai qu'on parle souvent avec un jargon un peu technique. Même moi, je ne suis pas non plus expert dans ce jargon-là. Et ça tombe très bien que tu nous expliques tout ça, finalement, ça apporte de la clarté pour tout le monde. On peut passer même au chapitre suivant, au thème suivant, qui est sur les perspectives d'avenir, sur les demandes de logement et l'attribution. Selon toi, quels sont les défis à venir que l'on doit faire face pour mieux répondre à la demande? Alors ça, c'est une question pas simple à y répondre. Donc Mm. aujourd'hui, de mon point de vue, le principal enjeu, c'est comment on répond à ce besoin de logement. Donc le besoin, aujourd'hui, on est capable de le chiffrer. Donc, l'INSEE vient de publier des chiffres il n'y a pas très longtemps. Donc ils estiment que pour les 25 prochaines années, c'est-à-dire d'ici 2050, qu'on aura besoin tous les ans, tu sais combien? 6900 nouveaux logements. Tous les ans. Ah ouais. Voilà. Alors, c'est pas que des logements sociaux, mais on sait Ouais. qu'une grande partie de ce besoin devrait être du logement social. Je vous dis, 75% de la population éligible au logement social. Donc là, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 50 000 demandeurs de logement Ouais. qui attendent, 51 000 qui attendent. 51 000 qui attendent, et potentiellement l'année prochaine, très probablement, 6 000 de plus. Alors, On aura besoin de construire 6 000 logements supplémentaires sur notre parc. Effectivement, l'INSEE estime que le besoin annuel en fonction de la croissance démographique, du desserrement de la taille, de la réduction de la taille des familles, de plusieurs hypothèses, l'étude est publiée et je vous invite à le lire. Donc 6 900 logements par an, ça c'est le besoin global. Là-dedans, il va y avoir du logement privé, du logement social, des gens qui vont acheter, il y a tout ça. Mais aujourd'hui, est-ce que tu sais combien de logements dans le social, tous les bailleurs confondus, on a livré l'année dernière? Non, tous les bailleurs confondus, non. Voilà. Donc, tout bailleur confondu, l'année dernière, on a livré 1000, je regarde mes notes, j'avais écrit 1800 logements. 1800 logements l'année dernière, tout bailleur confondu. Donc c'est bien en deçà bien en deçà du besoin du réel. besoin. Quoi. Et ensuite, quand on se projette un petit peu, on essaie de se projeter de l'avenir, parce que l'exercice n'est pas simple dans le contexte actuel, le contexte politique actuel, le niveau d'incertitude est plutôt élevé. Quand on regarde à La Réunion, l'augmentation du coût du foncier, l'augmentation qu'on a subie sur les coûts de construction, les incertitudes qui pèsent sur le financement du logement social, la réglementation aussi. la réglementation qui se durcit et qui augmente les coûts potentiellement. Je ne suis pas un spécialiste du développement, mais bon, ça on entend parler, on peut le lire partout. Moi, je ne suis pas très optimiste pour les années à venir sur le fait que la production va permettre de répondre aux besoins fléchés par l'INSEE. Donc là-dessus, j'ai une grosse inquiétude, et je ne sais pas trop comment on va faire aujourd'hui. Alors, nous, ensuite, on a commencé à réfléchir sur des choses, parce que je te disais en introduction, 51 000 demandes, mais un tiers de ces demandes correspondent à la mutation. Donc après, il faut aussi savoir qu'aujourd'hui, comme le parc ne tourne plus, on parle du taux de mobilité, 5%, ce qui est très très faible. En gros, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des gens qui sont logés dans le parc social et qui sont bloqués dans le logement, prisonniers de logement, c'est-à-dire que la taille de leur famille peut augmenter, ils ont du mal à trouver un logement adapté derrière. Ils ont du mal à trouver une mutation. Donc, pour tenter d'apporter notre contribution à ça, nous, on a mis en place l'année dernière une stratégie sur les mutations. Donc, on a fait valider ça au conseil d'administration l'année dernière, avec l'objectif de doubler le poids des mutations d'ici 2026. Jusqu'à présent, jusqu'à 2024, du moins, on faisait 10% de mutations par an. Donc là, on s'est donné pour objectif d'en faire 15% en 2025 et 20% en 2026. Et on va agir sur plusieurs leviers pour y arriver.
Donc le premier levier, c'est utiliser un levier juridique, hein, donc la gestion au flux lui donne une certaine latitude pour pouvoir faire de la mutation. Donc on va utiliser ce levier-là. Je vais te parler qu'on a un système de cotation qu'on utilise. Donc on est venu rajouter de la pondération, enfin des points sur les demandes de mutation pour pouvoir les prioriser. On veut tester des nouvelles manières de faire aussi. Donc la colocation, c'est quelque chose qu'on ne fait pas aujourd'hui, qu'on veut tester. Donc que ce soit en direct ou par le biais de l'intermédiation locative, on a aussi en tête le projet de créer, comme ça existe déjà par ailleurs, une bourse d'échange de logements. Donc c'est plusieurs pistes qu'on est en train de mettre en place. Certaines sont déjà en place, hein, donc on en parle, mais il y a d'autres qui sont encore en cours de construction. Donc une mutation de logement, ça ne se fait pas non plus du jour au lendemain. Il y a un processus à suivre. Comment ça se passe, une mutation? Alors une mutation, ça se fait exactement comme une attribution, la différence étant dans le fait que la personne est déjà logée dans le parc social et en particulier à la SHMR. Donc dans ce cas-là, elle dépose une demande de logement, exactement comme le même processus que tout à l'heure. Et ensuite, on lui proposera un logement en fonction de son besoin. Parce que quand on fait une mutation, ça veut dire que soit on a une problématique sur la taille de la famille qui a changé, soit on peut aussi avoir une problématique de ressources derrière qui ont évolué dans un sens ou dans l'autre, généralement que ça a baissé, dans ce cas il faut trouver un logement avec le niveau de ressources qui soit compatible, ou sinon ça peut être aussi une mutation professionnelle. Donc ça arrive aussi, dans ce cas-là pareil, comme je vous ai dit qu'on accorde une importance particulière au logement des salariés, on a mis aussi dans le système de cotation des points supplémentaires pour ces situations-là. Ok, donc retour sur demande de logement social, en cochant bien la case qu'on veut faire une mutation. Et est-ce qu'on a besoin de prévenir l'agence dans ce cas-là? Non, en fait, quand tu vas remplir ta demande de logement, de mémoire, tu n'as pas la coche mutation. En fait, on saura déjà que tu es logé chez un bailleur, automatiquement, on saura que c'est une demande de mutation. Ça se fait tout seul. Okay. Le système est bien fait là-dessus, ça se fait tout seul. Très bien, voilà. Super. Voilà. Autre enjeu, peut-être, pour les années à venir, c'est l'enjeu du vieillissement. Donc pareil, là, quand on regarde les chiffres de l'INSEE, on sait que le poids des personnes âgées va doubler dans les 10-20 ans à venir. Donc, et à ça, il faut se préparer. Donc, comme pour les mutations, donc nous, on a travaillé sur ce qu'on appelle aujourd'hui la stratégie senior pour pouvoir nous préparer à ça. Donc, plusieurs axes là-dessus, donc qu'on a déjà commencé à travailler. Hein, donc, pour répondre à ce besoin-là, il faut des produits dédiés. Donc aujourd'hui, à la Sèche-la-Mer, on a un certain nombre de RPA, résidences pour personnes âgées. Donc on est en train de regarder comment améliorer ou développer ce produit dans le temps. On sait aussi que le senior, donc il y a une partie qui est peut-être un peu moins à l'aise avec le numérique que l'on s'en doute. Il y en a d'autres qui sont plus à l'aise que toi et moi, hein, mais il y a quand même une partie qui est un peu moins à l'aise avec ces éléments-là, parce que nous, on est dans une approche aujourd'hui, on essaie de dématérialiser un maximum, mais on s'est dit que par rapport au public senior, il va falloir qu'on adapte nos pratiques. Qu'on adapte nos pratiques sur notre volonté du numérique. En gros, si le senior ne veut pas de numérique, on va rester sur du papier. Donc on va s'adapter à lui. On a aussi identifié dans nos agences aujourd'hui, on est en train de les former, ce qu'on appelle des référents seniors. C'est des personnes conformes sur les enjeux de ces personnes-là et pour pouvoir répondre à leurs besoins de manière particulière. Il y a une dernière chose qu'on est en train de mettre en place. On a seniors et seniors, donc on considère seniors au-delà de 60 ans, mais les enjeux des gens qui ont plus de 60 ans ne sont pas forcément les enjeux de ceux qui ont 80 et plus. Donc on propose ici aux seniors aujourd'hui, qui en ont besoin, qui en font la demande, d'avoir de leur côté un référent pour être en interface avec nos collaborateurs. Donc, et ça permet de faciliter le dialogue ou d'aller plus vite sur certaines problématiques. Ok, voilà. Très bien. Et pour les jeunes, est-ce qu'on a des pistes de travaux? Alors, comme on l'a fait pour les seniors, on travaille actuellement sur une stratégie pour les jeunes, sachant que la difficulté qu'on a aujourd'hui, le public des jeunes, c'est un public qu'on n'est pas sûr de bien connaître. Donc, on commence aujourd'hui à voir comment on peut avoir une meilleure connaissance de ce public-là. Donc on va pas le faire tout seul, hein. Donc on va mobiliser tout le tissu des professionnels qui travaillent sur le sujet. Donc le travail est fait notamment avec les équipes d'Arrache, hein, de la direction de l'action sociale. Ensuite, aujourd'hui, on a déjà des programmes dédiés, hein. Donc on a livré il y a 4-5 ans la résidence avec Marine, qui est la première résidence dédiée aux jeunes actifs et aux étudiants. Et l'année dernière, de mémoire, le temps passe vite, des fois je ne me repère plus, on arrive livré notre première
opération destinée aux étudiants, Normandie. Donc ça fait Wow. aujourd'hui, à destination des jeunes, nous avons aujourd'hui dans le parc à peu près 120-125 logements. Et en perspective, nous avons encore 3 ou 4 opérations qui vont être livrées dans les 3-4 ans à venir. Mais avec, comme pour les personnes âgées, la nécessité d'adapter nos pratiques et de trouver les bons canaux de communication. Bon, ça, je ne vais pas te l'apprendre. Voilà. Effectivement, on a peut-être l'idée que la SHLMR, c'est un vieux moulin qui rouille et qui cesse peu à peu de tourner. Mais finalement, non. On est là à toujours trouver des moyens pour fluidifier les choses, pour adapter notre offre à notre public. Et finalement, c'est vraiment un désir de notre part d'écouter en fait nos locataires et nos demandeurs de logement finalement. Tu sais, on a écrit notre RSE il y a maintenant quelques années, hein, donc 2 ou 3 ans, et l'un des axes de notre RSE, c'est de permettre d'offrir à toute la population de La Réunion un logement abordable. Bon. Voilà, donc quand on dit toute la population, c'est bien ce dont on vient de parler. Il y a les seniors, il y a les jeunes, et il y a tout le reste. Donc, et effectivement, donc, nos équipes travaillent de manière régulière, se questionnent de manière régulière pour voir si un segment qu'on ne couvre pas, et si on ne le couvre pas, comment on y va et comment on adapte notre offre ou comment on adapte nos pratiques. C'est des questions qu'on se pose de manière régulière pour pouvoir être cohérent sur cet engagement au niveau de notre RSE. Ok. Est-ce que tu penses que tout ce cadre-là qu'on a parlé sur la demande de logement, l'attribution de logement, est-ce que ce cadre-là doit être revu selon toi? Alors, comme tu as pu le voir dans la presse ces derniers mois, aujourd'hui il y a une forte demande des maires pour avoir plus de pouvoir sur le logement social. Bon, c'était dans la presse, c'était suffisamment relayé. C'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité. Aujourd'hui, on a un cadre qui est très rigide, et qui permet d'avoir ce dont on parle depuis le début, la transparence, l'équité, et qui lutte contre les abus. Aujourd'hui, au niveau de la SHLMR, donc nous appliquons strictement le cadre légal, hein, donc on n'a pas le droit de dépasser ce cadre-là. Après, on parle souvent aujourd'hui de politique de peuplement. Donc, et ça consiste à trouver un équilibre dans ce cadre-là, dans le cadre des politiques de peuplement, entre les contraintes réglementaires, les besoins de la famille et l'équilibre de l'opération, tout ça pour que le groupe d'habitation vit bien, que le locataire se sente bien et que tout se passe pour le mieux. Donc voilà. Mais nous, à la SHLMR, nous appliquons strictement le cadre réglementaire. Ok, très bien. Là, je vais te poser une question qui sort un peu du cadre, un peu vraiment, c'est ton expérience à toi que j'aimerais avoir. Est-ce que tu as vraiment un cas mémorable ou marquant dans ton expérience de directeur? Alors, je me souviens d'une situation, je n'étais pas encore directeur à la gestion locative, directeur des territoires à la proximité, ça faisait peut-être 3 ou 4 ans que j'étais là, et comme je te disais, mes missions ont évolué très rapidement, donc, et j'ai pris quelques responsabilités au niveau de la gestion locative. Et une fois, donc, je me souviens d'une dame qui avait débarqué à l'accueil d'ici, ça doit faire 20 ans ça, hein, et il n'y avait personne qui était là, je crois que j'étais le seul en responsabilité qui était là, et qui disait j'ai besoin de logement, trouvez-moi une solution. Et là, l'accueil appelle tout le monde, et ils finissent par m'appeler en me disant qu'on a quelqu'un qui est là, qui dit qu'elle va dormir là, si on ne trouve pas de solution. Donc elle était venue avec son gamin, elle s'était assise en bas, c'était pas comme ça hein, donc, à l'accueil. Et là, il a fallu parlementer. C'est une situation pour laquelle on n'a pas de réponse à apporter. C'est ça qui est compliqué. Donc, on a fini par lui faire entendre raison, mais pas répondre à sa problématique, malheureusement. Et ça, c'est une situation qui est plutôt marquante, parce que tu as une famille qui débarque avec un gosse et qui te dit « ce soir, je ne sais pas où je dors ». Et là, humainement, c'est compliqué. Hein, donc, même si c'est pas forcément la vocation du logement social de répondre à ces urgences-là, parce qu'il y a d'autres instances dont c'est la compétence, mais là, tu restes humain et tu dis. Et surtout que ça faisait pas longtemps que j'étais là, j'étais bien plus jeune qu'aujourd'hui, j'avais 20 ans de moins. Donc, c'était assez compliqué à gérer cette situation. Mais finalement, cette situation-là, elle n'est pas si improbable que ça, finalement. On l'a vu souvent dans les actualités, des familles qui, dans l'urgence, squattent
des logements qui sont vides. Comment faire en fait? Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Qu'est-ce qu'on peut, même si on n'a pas de réponse à leur apporter, de solution, je veux dire, à leur apporter directement, mais peut-être des conseils à leur faire parvenir? Alors, deux axes deux niveaux de réponse. La première, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la demande de logement, il ne faut pas trop la spécialiser, il faut être ouvert pour favoriser les chances d'avoir un logement. Deuxième axe de réponse, et cette fois c'est un conseil, ne squattez pas les logements, parce que la sèche-la-mer agira toujours pour récupérer le logement. Parce que même si derrière il y a une situation familiale, c'est des drames familiales très souvent, hein, mais derrière une situation de squat, je disais 51 000 demandes. Donc il reste 50 999 qui attendent. Et potentiellement avec des situations plus graves dans ces cas-là. Nous, encore une fois, on traite le sujet avec une vraie volonté d'équité et de transparence et on appliquera les textes. Donc, voilà. Donc malgré la difficulté, finalement, il faut essayer d'anticiper, de faire sa demande, de faire les démarches qu'il faut, d'essayer d'accepter ou de spécifier, de moins spécifier la localisation de la demande finalement, et de faire confiance du coup à la plateforme qui fait son travail en toute équité finalement, puisque c'est pas un cas isolé. C'est pas un cas isolé, mais par contre c'est pas la plateforme qui fait le job, hein. C'est vraiment les gens qui travaillent dessus et la commission qui va décider. Parce que faut pas que les gens retiennent que c'est une plateforme automatique qui traite le sujet d'attribution. Non. Moi ça j'y crois pas du tout. Je pense que il y a un moment on se posait la question, donc est-ce que l'IA, on parle souvent d'IA aujourd'hui, est-ce que c'est quelque chose qui va nous aider ou traiter de manière automatique les attributions? Non. L'IA va traiter, ou tout ce qu'on peut numériser, nous aider dans les tâches ingrates, chronophages. C'est ce qu'on a mis en place, hein. Donc on a mis en place un outil pour faciliter le rapprochement off-demande. Donc là-dessus, l'informatique nous aide, mais à aucun moment, moi je pense qu'il ne faut pas qu'on arrive à là et qu'on n'arrivera pas à là, que ce soit la machine qui décide. Non, aujourd'hui c'est la commission des humains qui décide en toute conscience de la meilleure solution possible au niveau des attributions. Donc c'est pas un métier facile, je trouve, de travailler dans l'attribution. On a plein de collègues qui doivent avoir une force mentale pour aller au-delà finalement de certaines histoires qui peuvent être moralement très fortes. Et j'imagine qu'être à la tête de cette direction-là, c'est pas non plus facile aussi à prendre des décisions et à manager toutes ces équipes-là, j'imagine. Effectivement, c'est pas facile pour les collaborateurs qui traitent ce sujet-là, parce qu'il peut avoir une charge mentale, hein. C'est pour ça qu'on a écrit des choses pour mettre ses collaborateurs à l'aise. Et on a aussi créé des espaces d'échange pour mais c'est plutôt elle, parce que c'est un métier qui est très féminin, pour qu'elle ait l'occasion d'échanger entre elles sur les problématiques qu'elles rencontrent. Donc une fois, 2 fois par an ou 3 fois par an, elles se rencontrent, on met à plat les problématiques, je vais les voir, les instances de contrôle vont les voir et on discute des sujets. Donc ce qui permet de créer, entre guillemets, une dynamique au niveau de ce métier-là. Et aujourd'hui, je pense que les choses jouent beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Parce que ça crée une réelle dynamique, la mise en place de ces instances, et aussi le fait qu'aujourd'hui, nos chargés d'attribution, donc c'est pas elles qui prennent la décision. Donc elles instruisent les dossiers. Donc, et elles ne portent pas sur leurs épaules le choix de la décision, parce que nos chargés d'attribution qui préparent les commissions d'attribution n'ont pas voix délibérante. Donc elles assistent, elles préparent, mais c'est la commission qui acte à la fin. Donc, et ça, on les a accompagnés, on leur a expliqué ça pour pouvoir réduire cette charge mentale. Et je pense qu'aujourd'hui, on y est là-dessus. Ok, je pense qu'on a fait le tour du sujet pour aujourd'hui. Je pense qu'il y en a encore vraiment beaucoup à dire, puisque on a vraiment une petite heure à parler de tout ça. C'est très compliqué de condenser tout ça. Mais en tout cas, je te remercie pour ta disponibilité, Jean-Claude. Le sujet était très complet, très complexe aussi. Et merci d'avoir pu nous expliquer l'attribution et la demande de logement social. Donc les téléspectateurs et les auditeurs, merci aussi pour votre écoute.
Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Si vous avez aimé, dites-le nous, faites-le nous savoir, donnez un commentaire, mettez un petit like, partagez à vos collègues, vos amis, vos proches. Et puis, rendez-vous au prochain épisode.